Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Gilles Jacquier, grand reporter à France 2, a été tué à Homs, en Syrie. Un obus est tombé sur le groupe au sein duquel il se trouvait, faisant ainsi 8 morts. La France demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'attaque de ce soir. Et ce soir, justement, la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, veut une enquête rapide. Pour l'instant, on sait simplement que le journaliste français âgé de 43 ans était en reportage dans un quartier alaouite fidèle à Bachar al-Assad. Plus de détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Les deux favoris à la présidentielle, l'un déclaré, François Hollande, et l'autre, en passe de l'être, Nicolas Sarkozy, accélèrent le rythme. Depuis son QG de campagne, le candidat PS appelle au changement et dénonce un quinquennat de chômage, d'injustice et de dette. Et pour ses vœux aux parlementaires, Nicolas Sarkozy vante ce soir le bilan de ses réformes tout en annonçant son intention d'associer les collectivités locales à l'effort de réduction des déficits. Droite et gauche, vous le voyez, s'affrontent sur le terrain des idées et nous le verrons ensemble ce soir dans le débat du 22h. Sa candidature plafonne à moins de 1% d'intention de vote et pourtant il fait parler de lui. Hervé Morin est au centre d'une polémique, d'un putsch diront certains, puisque dans son propre parti on lui demande de jeter l'éponge pour 2012. Finira-t-il par céder? Pas si sûr, en tous les cas il nous le dira ce soir. Il est notre invité politique tout à l'heure. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Dans l'actualité d'abord, la police, des polices soupçonnées d'avoir truqué une enquête selon le quotidien Le Monde. L'inspection générale des services aurait falsifié en 2007 une procédure autour de 3 fonctionnaires réputés proches de la gauche. Le PS demande aujourd'hui des comptes à Claude Guéant qui parle, lui, d'informations tronquées. Les détails avec Simon Barbarie. L'affaire remonte à janvier 2007. Yannick Blanc, alors directeur de la police générale, et 3 autres fonctionnaires sont suspectés par l'inspection générale des services de trafic de cartes de séjour. Le quotidien Le Monde évoque une affaire montée de toutes pièces à des fins politiques et diligentée par un proche du chef de l'État, le préfet de police Michel Gaudin. Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur au moment des faits, pointe du doigt aujourd'hui des informations tronquées. Sur la foi d'informations tronquées, de pièces de justice partielles, on instruit un procès public. Le préfet de police usera de son droit de réponse auprès du journal qui a publié ces indications. Il se réserve de donner les suites judiciaires appropriées. Mais je voudrais rappeler un principe de notre République. C'est que quand la justice est saisie, on la laisse travailler. Vive réaction également de la part de la préfecture de police cet après-midi. Elle dénonce des allégations infondées et se réserve le droit de poursuite judiciaire à l'encontre du quotidien. Des mots choquants pour l'avocat des policiers suspendus. Il y a quand même eu des dysfonctionnements dans un service de police placé sous l'autorité du préfet de police. C'est un minimum que de présenter ses excuses et de faire amende honorable auprès des victimes qui sont parties civiles aujourd'hui et qui ont en plus bénéficié d'un non-lieu. En effet, le 25 janvier 2011, la Cour d'appel de Paris a blanchi totalement les 4 fonctionnaires suspects. Les plaintes de ces derniers réorientent la machine judiciaire qui se concentre désormais sur l'action de la police des polices. Le 15 décembre dernier, Michel Gaudin et l'ancien patron des RG, Pascal Mélos, ont été entendus par la justice en tant que témoins assistés. Et sur cette affaire, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen, et celle de la candidate Europe Écologie Les Verts, Eva Joly. Ce n'est pas des choses qu'on peut décider comme ça à des niveaux subalternes. C'est comme si les faits sont avérés, un clan s'était emparé de la République, des outils de la République, de cette grande inspection de contrôle pour l'utiliser à des fins partisanes. Si cela est vrai, c'est gravissime. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la présence d'un juge d'instruction indépendant lors des perquisitions, lors de l'établissement des preuves, est une garantie pour les citoyens. C'est une garantie contre les manipulations policières. La tournée des vœux se poursuit pour le chef de l'État. Face aux parlementaires tout à l'heure, le discours du président prenait des allures de discours de campagne. Nicolas Sarkozy a ainsi défendu son bilan et ses réformes. Il en a aussi profité pour rappeler la nécessité de la règle d'or en annonçant que les collectivités locales seront davantage associées à l'effort de réduction des déficits. On l'écoute. J'ai donc la conviction que dans la situation actuelle, un dialogue républicain responsable et raisonnable est possible pour mieux répondre aux défis de la maîtrise de nos finances publiques. C'est pourquoi, avec le Premier ministre,
dès le mois prochain, nous réunirons les présidents des associations d'élus locaux, le président du comité des finances locales, les présidents des commissions des finances du Sénat de l'Assemblée nationale, pour examiner ensemble les voies et les moyens permettant de mieux associer les collectivités locales à l'indispensable effort de réduction du déficit public. Et réaction ce soir du président socialiste du Sénat, présent au vœu du chef de l'État, Jean-Pierre Bel, dénonce, je cite, une stigmatisation des collectivités locales. À noter également que le chef de l'État, dans ce discours, a promis le gel des nominations à la tête des établissements publics jusqu'à la présidentielle, démentant ainsi les rumeurs de nomination du secrétaire général de l'Élysée, Xavier Muscat, à la tête de la Caisse des dépôts et des consignations. Dans l'actualité également, ce n'est pas une surprise, François Fillon devrait être investi ce soir comme candidat aux législatives par le Conseil national de l'UMP dans la 2e circonscription de la capitale. Il portera donc l'étendard et les couleurs de l'UMP et il faut croire que les offensives très médiatiques de Rachida Dati n'y ont rien changé. Au-delà de ce cas particulier, vous allez voir que les femmes ne sont pas vraiment gâtée pour cette élection, Julie Dungaloff. Après des mois de batailles rangées et de petites phrases entre Rachida Dati et François Fillon, le Premier ministre devrait être investi ce soir dans la 2e circonscription de la capitale. Mais ce n'est pas un cas isolé. Sur les 6 circonscriptions gagnables par l'UMP à Paris, aucune ne serait attribuée à une femme. Parmi la jeune génération, on n'hésite pas à monter au créneau à grand renfort de pétitions pour exiger le respect des règles de parité au sein de la majorité. Si on ne fait rien, il y aura 0 femme à Paris pour représenter le plus grand parti de la droite. C'est totalement anormal, donc j'ai lancé une pétition sur générationparisienne.com pour respecter la parité. En 2007, l'UMP a payé une pénalité de 4 millions d'euros pour non-respect de la parité. C'est vraiment dommage. En 2012, il y a vraiment d'autres occasions d'utiliser à la fois les cotisations des militants, des élus et les financements publics. C'est également le sentiment de Brigitte Kuster, maire du 17e arrondissement de Paris, qui pourrait se voir sacrifiée au profit de Bernard Debré. Je pense que l'UMP et ses dirigeants, avant une campagne présidentielle, doivent faire très attention aux actes qu'ils vont faire. Et envoyer un mauvais signal à la moitié de l'électorat français serait très mal perçu. Je pense qu'à un moment, ce n'est pas parce que l'on est femme que l'on est candidate et que l'on est meilleure, mais ce n'est pas non plus parce que l'on est femme que l'on doit être forcément mise dans des circonscriptions non gagnables. Si Bernard Debré était investi ce soir, Brigitte Kuster n'hésitera pas à jouer la dissidence. Le nouveau découpage électoral est en partie responsable de ces rivalités, mais une chose est sûre, à l'UMP, les femmes sont prêtes à se faire entendre. Sa candidature à la présidentielle est contestée dans son propre parti. Les difficultés, semble-t-il, s'accumulent pour Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Ses opposants se sont réunis aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour évoquer son retrait. Mais lui, qu'en pense-t-il? Pas si sûr qu'il jette l'éponge. Il nous en parle dans un instant, mais d'abord le rappel des faits, c'est avec Paul Bouffard. Derrière cette porte, le ton monte. Une fronde s'organise contre Hervé Morin. Réunis autour des cadres du Nouveau Centre, près de 50 représentants de fédérations débattent de sa candidature à la présidentielle. Car depuis qu'il n'est crédité que d'1% dans les sondages, des anti-Morin ont vu le jour. Ils appellent leur leader à renoncer le plus vite possible. Comment aborder une élection présidentielle dans un contexte de crise tel qu'on le traverse aujourd'hui, alors que les centres ne sont pas rassemblés pour la porter et que ça fait débat au sein même de la formation politique? Il y a un principe de réalité qu'il faut prendre en compte, tout simplement. Je veux l'unité de notre formation politique, je l'appelle à la responsabilité et je l'appelle aussi au constat de ce qui se passe sur le terrain. Ça décolle pas, c'est dont acte. Tous sont unanimes. Plutôt que de tenter l'aventure présidentielle entre 0 et 1% d'intention de vote, la rébellion centriste préfère s'orienter vers un contrat de mandature avec l'UMP. Pas de putsch selon Valérie Létard, mais pour elle, il ne faut pas tomber dans la candidature de témoignage. Aujourd'hui, avoir un candidat, Hervé Morin, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, et ça n'est pas une critique, représentant notre seule famille du Nouveau Centre, ne me paraît pas être une bonne idée. Il faut qu'Hervé accepte de prendre la responsabilité d'aller au bout du chemin et de nous dire s'il est prêt à renoncer à cette candidature qui aujourd'hui, me semble-t-il, n'est pas la bonne clé, la bonne solution pour incarner, porter notre projet, nos idées et nos valeurs. Le 25 février prochain, un congrès se tiendra pour débattre de la candidature à la présidentielle ou du soutien à un autre parti. Pour l'heure, les frondeurs appellent Hervé Morin à réagir avant cette date.
Et il est justement notre invité, Hervé Morin. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Candidat à la présidentielle, nous allons parler dans un instant des sujets de fond qui préoccupent les Français. Mais d'abord, parlons de ce qui préoccupe votre parti, c'est-à-dire votre candidature. Qu'en répondez-vous ce soir à M. Sauvadet, à M. Lagarde, à Mme Létard qui vous demandent, semble-t-il avec amitié, de vous retirer? Oui. Bon, dans tout cela, il n'y a rien de nouveau. À chaque élection présidentielle, vous avez toujours un scénario où une partie de votre camp estime qu'il ne faut pas être candidat, qu'il ne faut pas y aller, qu'il faut être dans l'Union. Souvenez-vous de Jacques Chirac en 1995, qui, à peu près à la même période que la mienne, était abandonné par à peu près tout le monde. Souvenez-vous de François Bayrou en 2002 et en 2007, de Ségolène Royal. Donc très franchement, ce que je sais, c'est qu'il y a, sur 180 personnes invitées, il y avait 30 délégués et présidents de fédération. Donc en clair, très peu de monde, et je sais que les militants, eux, souhaitent que nous portions un projet politique. Première chose. La deuxième, j'ai été au gouvernement pendant 3 ans et demi, et je ne le regrette absolument pas. J'assume tout cela, mais j'ai vécu aussi au sein du gouvernement. Et je sais quoi? Je sais très clairement, très simplement, qu'il faut plus d'équilibre dans la majorité, et donc je veux être force de proposition. Je veux être celui qui porte l'idée de la sincérité, du courage, de la vérité, de dire aux Français ça va être dur pour que, en quelque sorte, le contrat signé au soir des présidentielles ne soit pas déchiré dès le lendemain parce qu'on n'aurait pas eu le courage et la lucidité de dire les choses. On va parler des sujets de fond. Premier sujet. Et deuxièmement, je dis sur les sondages, arrêtons. En même temps, il y a 10 jours, La Croix publiait un sondage où 75% des Français disaient l'élection présidentielle, ça n'est pas ma préoccupation du moment. Vous évoquez les sondages du moment. 60% des Français... Vous pensez que vous êtes sous-évalué dans ces sondages? Non, on sait que les sondages, il y a 3% déjà de marge d'erreur. C'est les sondeurs qui le disent eux-mêmes. Et par ailleurs, ils vous disent, plus de 60% des Français vous disent... Je vous donne un choix, mais mon choix n'est pas définitif. Donc laissons la campagne... Quand ils vont pas dans le sens qu'on veut, non, mais on leur tape dessus. Ah non, je tape pas dessus du tout. Je dis ce qu'il en est. Je dis la photographie du moment, voilà les réserves qu'il faut avoir. Mais Hervé, regardez Arnaud, une question. laissez-moi... Est-ce que vous n'avez aucun doute? Est-ce que le matin, en vous rasant, vous posez aucune question sur cette candidature? Mais attendez. Mais quelle question vous posez? Tout candidat, si un jour vous êtes candidate à une élection, oui, ça ne va pas arriver d'ici là, mais plutôt vous pensez que vous posez les mêmes questions que François Hollande et Nicolas Sarkozy qui sont crédités de scores. Vous croyez que Nicolas Sarkozy, qui voit des sondages où il est constamment battu à chaque fois au second tour de l'élection présidentielle, alors qu'il est sortant, vous croyez qu'il ne doit pas avoir de doute? Il hésite, vraiment? J'ai pas dit qu'il... Non mais attendez, vous parlez de 2 choses différentes. Les mots ont un sens. Entre hésiter et douter, ou se poser des questions, Dieu merci. Quand on a un peu de recul, un peu le sens des responsabilités, qu'on se pose la question, oui, il m'arrive en effet assez régulièrement la nuit de réfléchir à cette campagne, de comprendre pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi telle ou telle proposition correspond bien à ce qui est nécessaire pour le pays. Ça vous donne des cauchemars? Non, vous savez le problème de la vie politique, c'est que si vous n'avez pas le cuir très tanné, vous ne vivez pas. Donc vous allez aller jusqu'au bout. Allons sur le fond, sur votre programme, vos propositions. Hervé Morin, pour comprendre ce qui articule, ce qui différencie votre programme, quelles mesures phares pour les Français pouvez-vous nous présenter, nous expliquer ce soir? Je vais vous en donner une ou deux si vous le voulez bien. Mais d'abord, je refuse de rentrer dans le populisme et la démagogie. Je constate que toutes les campagnes, pour l'instant, il n'y a pas une proposition. Il y a des mots, des slogans. Il n'y a pas de proposition, on en débat tous les soirs. Arrêtez. François Bayrou. Consommer français, ça n'a aucun sens. Oui, il faut que la Maison France soit performante. Elle ne l'est pas. La réindustrialisation n'a pas de sens. Il évoque la dette. À aucun moment, question centrale, majeure, qui conditionne le pouvoir d'achat, qui conditionne le maintien des grands piliers de notre société. Est-ce qu'il a proposé une seule mesure? Vous parlez des autres, moi je vous parle de vous. Alors, je vais vous le dire. J'ai proposé, par exemple, que dans le cadre de cette nécessité d'un effort collectif du pays, plutôt que de réduire la dépense publique, là où on sait qu'il y a des besoins importants en matière d'éducation ou de justice, il y a en effet des économies à effectuer. On peut restreindre le train de vie de l'État, on peut demander aux collectivités locales un effort, mais on sait que ça sera très long à produire des effets. Nicolas Sarkozy l'a demandé ce soir. Oui. C'est une bonne chose. Oui, il a raison.
plutôt que de prévoir en permanence des hausses de prélèvements obligatoires dans un pays dont les impôts sont les plus élevés d'Europe. Moi, je propose que les Français fassent tous un effort collectif. Et je propose qu'on travaille 37 heures par semaine. Parce qu'il n'y a pas un pays en Europe qui travaille moins de 37 heures par semaine. L'Allemagne, c'est 37 heures, l'Angleterre, c'est 37 heures, les Pays-Bas, c'est 37 heures. Et je dis aux Français, cette mesure-là, elle permet immédiatement d'améliorer la performance de l'économie française. Mes économistes estiment que c'est 0,4 points de croissance en plus. Et deuxièmement, ça vous permet de faire immédiatement 12 milliards d'euros d'économies. Pourquoi? Parce que l'État verse 25 milliards d'euros chaque année à la sécurité sociale pour compenser les exonérations de charges. Voilà, deuxième, je vous en fais une deuxième. Entre-temps, je vous pose une question. Une deuxième. À travers le Tour de France que j'ai effectué, vous savez quelle est la première demande en matière d'économie, mais aussi pour les médecins, pour le champ de l'intervention sociale? C'est la stabilité juridique et fiscale. Je parle ici à Public Sénat. Les gens n'en peuvent plus des modifications incessantes de la loi et des règlements. Et ils vous disent, mais foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, laissez-nous investir, laissez-nous soigner. Un médecin généraliste aujourd'hui occupe 20% de son temps de travail à remplir des papiers. Donc je dis simplifier et stabilité juridique. Puisque vous parlez beaucoup d'économie ce soir, vous avez été ministre, c'est important, c'est de la Défense dans le gouvernement de François Fillon. On recherche des économies partout. Faut-il en chercher aussi dans le domaine que vous connaissez bien, de la Défense, dont le budget s'élève à environ 31 milliards d'euros? 34, mais enfin, c'est pas grave. Voyez, voilà un sujet sur lequel, encore, on est dans la démagogie. Parce que on a qui dans la j'ai lu les déclarations de François Hollande sur le sujet disant on ne touchera à rien. C'est pas vrai. Oui, il est dans tous les pas des présidents de la Ve République. Est-ce que ça vous choque? Mais ça me choque de ne pas dire la vérité tant aux Français qu'aux militaires. Il ment? Bien sûr qu'il ment sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la loi de programmation militaire a été construite, les deux lois de programmation militaire qui conditionnent le modèle d'armée en 2020 ont été construites sur des hypothèses de croissance qui ne sont pas au rendez-vous. Et que l'effort budgétaire que la France devrait faire pour compenser les recettes exceptionnelles, si vous voulez rentrer dans la technique, qui aujourd'hui permettent d'assurer le budget de la défense, ces recettes exceptionnelles devaient être compensées ensuite, puisqu'elles finiront, à partir de 2012, devaient être compensées par un effort budgétaire supplémentaire. Croyez-vous que la France sera capable de mettre 5 milliards d'euros supplémentaires par an dans sa défense pour assurer l'objectif qui a été fixé en 2020 en disant qu'il ne touchera pas à ce budget et à la défense, selon vous. François Hollande il a fait une grande tribune dans le Nouvel Observateur où il a parlé de sa position il y a quelque temps. Ne connaît pas le sujet, clairement, c'est tout aussi simple que cela. Le prochain président, restons sur ce terrain, le prochain président de la République devra, vers 2013-2014, décider de la construction de nouvelles générations de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qu'on appelle, dites-moi si c'est ça, les SNLE. Bravo. Est-ce qu'il faut le faire? Il faut maintenir une dissuasion. En revanche, est-ce que nous pourrons maintenir les deux composantes de la dissuasion? Je crois que dans le cadre du contexte budgétaire que j'évoquais, je crains malheureusement que pour la France, ce choix-là se posera. Mais j'allais dire que c'est une décision pas grave, mais l'autre que vous dites ce soir. Je l'ai dit dans une interview au Nouvel Observateur la semaine dernière. Nous avons besoin d'un équipement conventionnel pour continuer à préserver notre rôle sur la planète. L'armée, c'est un facteur important pour porter la parole de la France, pour assurer la stabilité et la sécurité du pays. Et nous avons besoin d'une armée conventionnelle, avec des hélicoptères, des avions de transport, des blindés, bref, des moyens de surveillance, des drones. Et dans le contexte budgétaire que j'évoquais, cela ne pourra se faire que si on décide de faire des économies sur quelques sujets. Eh bien voilà un sujet qui devrait il y aura faire son un entrée dans la sujet, et campagne. donc les Anglais n'ont plus qu'une composante, et je dis que la question pour la France se posera probablement de savoir si on est encore en situation de consacrer 25% de ses crédits d'équipement au nucléaire, alors qu'il y a tant de besoins sur le conventionnel. Dernière question, Hervé Morin, je vois que vous parlez avec beaucoup de lucidité de ces sujets que vous connaissez bien, la défense, peut-être aussi avec un peu de nostalgie. Vous regrettez le temps où vous étiez ministre de la Défense? Eh bien, écoutez, j'ai vécu 3 années et demie absolument formidables. J'ai vécu les plus beaux jours de l'an de ma vie avec les forces. Mais je n'ai pas de nostalgie. Je ne suis pas nostalgique. Et vous êtes un candidat heureux aujourd'hui, malgré tout ce que vous faites aussi pour votre parti? Oui, enfin, vous savez, c'est pas... il faut aimer faire une campagne. Oui, c'est un choix lourd. Demain matin, je me lève à 6 heures pour partir à Nancy et je serai heureux, une nouvelle fois, d'aller à la rencontre des Français, d'évoquer avec eux les sujets qui me passionnent et qui sont les vrais sujets du pays. Et vous dites ce soir à vos opposants que vous continuez
pour l'instant. Merci beaucoup Hervé Merci. Morin, candidat à la présidentielle. Merci d'avoir été notre invité. La suite du 22h avec un autre candidat qui a installé son QG aujourd'hui. Il s'agit de François Hollande, situé avenue de Ségur dans le 7e arrondissement de Paris. L'immeuble peut accueillir une centaine de personnes déjà au travail, bien sûr, tout comme le candidat socialiste qui, avant de s'installer à son bureau, a prononcé un discours très offensif, dénonçant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, fait de chômage, d'injustice et de dette. Fabrice Cunet. Personne n'aurait voulu rater l'inauguration, pas même le souvent très discret Lionel Jospin. À la tribune, François Hollande évoque une campagne en mouvement. Mais dans les étroits couloirs, il est surtout question de mouvement de foule. La cohue médiatique, après des mois d'hésitation autour du choix du QG de campagne socialiste. Et aujourd'hui, c'était un grand moment parce qu'on se retrouve en effet pour démarrer, en tout cas, le fonctionnement de ce lieu de campagne. C'est vraiment dans une très bonne ambiance et je suis rasséréné ce matin. 1000 mètres carrés de bureaux, avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris. Dans les étages, tout n'est pas encore en place, mais la campagne du candidat socialiste a désormais son QG. Un QG et un slogan aussi. Le changement, c'est maintenant. Parce que c'est maintenant que les Français vont faire leur choix. C'est pas trop mitterrandien, c'est pas trop tourné vers le passé? Maintenant, c'est du présent. Si je sais exactement ce que sont les règles de la langue française. Le présent pour l'avenir. L'avenir, c'est une campagne que l'équipe de François Hollande veut ancrer à gauche. Dernier exemple en date, le débat sur le quotient familial. Et ce ne serait qu'un début. C'est le moment d'inverser les choses. Je suis pour que les plans de rigueur et d'austérité soient pour le système financier et le système bancaire, et le plan de sauvetage et de renflouement pour la population qui aujourd'hui est en grave difficulté. Merci. L'austérité aurait aussi dicté le choix de cet immeuble, loué jusqu'en mai pour 40 000 € par mois. Ce serait un bon prix pour le quartier, un symbole aussi, car ces locaux étaient jusque-là occupés par le Haut Commissariat aux solidarités actives. Les deux favoris des sondages pour le premier tour de la présidentielle, l'un déclaré, François Hollande, et l'autre en passe de l'être, Nicolas Sarkozy, accélère le rythme et s'oppose sur de nombreux sujets de fond qui vous intéressent bien sûr. Leurs équipes sont également mobilisées et représentées ce soir sur notre plateau. C'est le débat du 22h avec nos invités. Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, porte-parole de François Hollande. Également avec nous, Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national de l'UMP. On va commencer, si vous le voulez bien, par les propos qui font polémique encore ce soir de Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, qui a déclaré que les conséquences économiques et sociales d'un rendez-vous raté en 2012, c'est-à-dire si la gauche n'était pas au pouvoir, enfin si la gauche était au pouvoir, seraient comparables à celles provoquées par une guerre. Geoffroy Didier, est-ce que la gauche au pouvoir, c'est le chaos ? Non, je crois que la polémique dont vous parlez, puisque à chaque jour, sa polémique dans une campagne présidentielle, c'est en réalité une tempête dans un verre d'eau. Chacun est libre de ses propos. J'ai entendu aussi Harlem Désir, je crois, parler d'une campagne de quel niveau? Non, je pense qu'il y a une campagne d'information de la part de l'UMP sur les mensonges du Parti socialiste. Et il y en a tellement de mensonges du Parti socialiste qu'effectivement la campagne d'information va durer dans les prochaines semaines en vue de la campagne présidentielle. Najat Vallaud-Belkacem, les coups sont de plus en plus violents. À droite, il y a cette attaque. Il y a eu celle de François Fillon qui a dénoncé le catastrophisme rustique de François Hollande. Comment réagissez-vous à cette stratégie du bulldozer, j'allais dire? Bulldozer, outrance, et d'ailleurs je remarque que Bernard Accoyer aujourd'hui a été tellement outrancé qu'il a fini par indisposer ses propres amis puisque vous semblez faire marche arrière et tant mieux. La vérité c'est que ces propos ont été absolument intolérables, il ne faut pas prendre ça avec légèreté. On vient d'avoir, c'est une triste coïncidence, un journaliste qui est mort dans un pays en guerre, en Syrie. La guerre c'est ça, la guerre c'est ça, la guerre ça n'est pas l'alternance démocratique et républicaine. La guerre, ça n'est sûrement pas le fait qu'un candidat à la présidence puisse proposer aux Français de rétablir un petit peu d'équité fiscale et de justice sociale dans le pays. Et utiliser des mots comme cela, finalement, c'est une stratégie de la terreur qui est employée par les ministres du gouvernement à défaut de faire autre chose, toujours dans le même but d'enfumer les Français pour ne pas répondre sur le bilan, pour ne rendre aucun compte sur les erreurs économiques et sociales lourdes qui ont été commises ces dernières années. Moi, je trouve que la situation est de plus en plus grave et que le camp adverse, la majorité actuelle, tire cette campagne vers le bas. On va parler du fond, Geoffroy Didier, mais est-ce que vous les revendiquez, ces grognards, ces snipers, ces torpilleurs qui sont en première ligne, notamment dans la cellule riposte à laquelle vous participez?
de Oui, l'UMP. la cellule riposte, ce n'est pas du tout ce que le Parti socialiste en dit. La cellule riposte, c'est une quinzaine d'élus de la majorité présidentielle, qui regroupe toutes les sensibilités de la majorité présidentielle et qui ont à cœur à la fois de recenser et d'analyser les attentes des Français, mais aussi de valoriser l'action du gouvernement et du président de la République, et aussi, effectivement, de mettre une sorte de loupe sur la vérité qui est celle du projet du Parti socialiste, c'est-à-dire le vide, c'est-à-dire l'incompréhension et c'est-à-dire l'indécision qui caractérise si bien François Hollande. Donc il n'y a pas de sniper, il n'y a pas d'attaque ad hominem, nous respectons l'homme, mais en même temps, nous sommes dans un débat de fond, nous sommes dans un débat démocratique. Et vous savez, on a accusé pendant des années la droite d'être la plus bête du monde, puisque nous n'étions pas organisés et nous étions divisés. Eh bien maintenant, nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes organisés, nous passons à l'offensive et nous dénoncerons, je le dis bien et très clairement, nous continuerons dans les prochaines semaines à dénoncer chacun des mensonges du Parti socialiste et chacun des couacs de l'équipe de François Hollande. Et tous les jours, honnêtement, il faudrait que nous organisions la cellule riposte tous les jours, puisque tous les jours, il y a une erreur de communication. Et tous les jours, nous attendons le fond. Et le fond, ça fait 10 ans que vous êtes au Parti socialiste et ça fait 10 ans que vous êtes dans l'opposition. Et nous attendons toujours le projet. Juste pour bien comprendre, donc c'est de ce travail de fond et de grande qualité intellectuelle que ressortent les propos tenus régulièrement par Madame Morano sur toutes les antennes, que ressortent les indignations excessives de tous les ministres de ce gouvernement sur des polémiques sans aucun fond, mais que ne ressort jamais de votre part aucune proposition de fond pour les Français, aucune réponse aux préoccupations des Français. C'est bien cela, votre cellule riposte. Je me souviens de Pierre Moscovici qui avait dit aussi de Nicolas Sarkozy que s'il était digne de sa fonction, il ne devrait pas se présenter. Est-ce que finalement des deux côtés, il y a un mea culpa et on se dit maintenant la vraie campagne est bien là et on va y aller en parlant des sujets de fond? Est-ce que ces discours ne sont pas des deux côtés finalement? Ah non. Alors là, vraiment, cette phrase-là, vous la jugez de Pierre Moscovici il y a quelque temps, vous la jugez au niveau du débat? Je ne peux pas vous laisser dire que la droite et la gauche mettent cette campagne présidentielle au même niveau en ce moment. Vous avez à gauche un candidat, François Hollande, qui après s'être fait désigner assez largement, avoir rassemblé son camp, avoir organisé son équipe de campagne, s'exprime désormais, va à la rencontre des Français et porte des propositions de fond. On y reviendra, j'imagine, sur le quotient familial, sur la réforme fiscale. Voilà ce que vous avez à gauche. Vous avez une tentative permanente de ramener le débat sur les sujets de fond qui préoccupent les Français. Et vous avez à droite un silence assourdissant pour tout ce qui concerne le bilan. Or, une campagne, ça se fait aussi sur le bilan, puisqu'on évalue l'action du gouvernement sortant. Or, je n'ai entendu, pardon, mais dans les prises de parole régulières des ministres de ce gouvernement, je n'ai entendu à aucun moment une réponse ou un quelconque compte-rendu de ce qui a été fait ces dernières années, qui a mené la France droit dans le mur avec 10% de chômage, avec un Français sur 7 qui vit sous le seuil de pauvreté. J'allais en parler. Voilà. Justement, François Hollande, en inaugurant son QG de campagne, vous l'avez sans doute suivi, Geoffroy Didier, il a décrit ainsi le mandat de Nicolas Sarkozy, quinquennat de chômage, d'injustice et de dette. Est-ce que vous reconnaissez l'empreinte, l'héritage de Nicolas Sarkozy ? Ce n'est pas du tout caricatural, venant de la part de François Hollande et du Parti socialiste, cela ne me surprend guère. Je pense que vous avez... Pensez que la France va bien, vous ? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que beaucoup a été fait et que si Ségolène Royal avait été élu président de la République en 2007, je pense que, et vous-même ça vous fait rigoler, ce qui est plutôt dramatique puisque vous l'avez soutenu. Eh bien, oui, c'est la politique fiction. Heureusement que c'est la politique fiction. Vous n'avez pas besoin de faire de la politique fiction, vous avez eu les manettes, regardez ce que vous avez fait dans ce pays. Si vous pouviez faire de même, ce serait formidable. Si Ségolène Royal avait été élue, qu'est-ce qui serait passé ? Le chaos, finalement? Vous rejoignez les paroles de Bernard Accoyer, quelque part. Bien sûr. Chacun est libre de ses termes, mais bien entendu que si Ségolène Royal, et je pense que la plupart des Français l'ont très bien compris, si Ségolène Royal avait été élu président de la République en 2007, ce serait le chaos. Et si François Hollande, dans les prochaines semaines, était élu président de la République, ce serait aussi le chaos. Ce que vous appelez le chaos, c'est la justice, en fait, c'est ça? C'est que les Français retrouvent un emploi, c'est qu'on réindustrialise ce pays. Il va falloir quand même que vous prouviez aux Français que François Hollande, effectivement, va rétablir la justice dans ce pays. Alors justement, ça n'a pas été la priorité de Nicolas Sarkozy, on l'aura compris. Il y a des propositions de fond, Geoffroy Didier, comme ce quotient familial. Finalement, il n'est pas... François Hollande n'a jamais dit qu'il fallait le supprimer, il faut le moduler. Il parle de justice fiscale. Est-ce que ça vous est étranger comme concept? D'abord, la proposition du Parti socialiste, avant d'être inepte, elle est totalement incompréhensible. Vous avez le directeur de la communication
de François Hollande, de Manuel Valls, qui nous explique qu'il faut le supprimer. Et puis après, rétropédalage du candidat lui-même. Ah non, finalement, il ne faut pas le supprimer, il faut le moduler. Donc, on n'y comprend rien, comme d'habitude. Et sur le fond, eh bien, le quotient familial qui existe depuis 1945, qui existe depuis la Libération, et qui permet cet allègement d'impôts pour les familles, et notamment les plus modestes, et notamment les classes moyennes. Ah bon? Savez-vous 50% des Français ne bénéficient moi, ça me fait pas rigoler, parce qu'il y a effectivement beaucoup de Français qui souffrent face à la crise. Eh bien, prenons un exemple très concret. Une famille avec un enfant et dont les deux parents gagnent chacun 1 500 € net par mois, c'est-à-dire moins que le salaire moyen. Eh bien, en supprimant le quotient familial, eh bien, ils perdront 1 000 € en moyenne par an. 1 000 € en moyenne par an, pardonnez-moi, c'est 80 € par mois, et 80 €, c'est un caddie plein dans un supermarché. Donc je vais vous dire, derrière cette... je termine. Derrière ces allers-retours, derrière ces zigzags, et derrière cette volonté de s'en prendre au quotient familial, eh bien, il y a le programme caché du Parti socialiste qui consiste à matraquer les classes moyennes. Matraquer les classes moyennes en voulant sortir de la filière nucléaire qui augmentera de 40% le coût de l'électricité. Et je termine. Et matraquage des classes moyennes en s'en prenant en quotient familial. Eh bien, cela, effectivement, nous le combattrons jusqu'au bout. Les Français ne sont pas dupes de vos mensonges à répétition. Je le redis, qu'est-ce que le quotient familial? Le quotient familial, c'est une façon de mutualiser les ressources d'un foyer fiscal, ce qu'on appelle un foyer fiscal, je le précise pour les Français qui nous écoutent, c'est donc une famille. On mutualise les ressources de cette famille et ensuite on rapporte ces revenus et ces ressources au nombre de parts, c'est-à-dire au nombre de membres du foyer fiscal, et on en déduit une réduction d'impôt qui est donc à la fois liée au nombre d'enfants dans la famille et qui est proportionnelle aux revenus, proportionnelle et pas progressive. Ça veut dire qu'au fond, les familles les plus aisées, qui ont le plus de revenus, vont recevoir une réduction d'impôt très importante. Et les moins aisés vont recevoir une réduction d'impôt faible. Les classes moyennes vont recevoir une réduction d'impôt. Les classes moyennes vont recevoir une réduction d'impôt moyenne. Et les classes populaires, elles, qui ne payent pas d'impôt, 50% des Français ne payant pas d'impôt, ne vont jamais bénéficier de ce dispositif de quotient familial. Juste pour finir quand même que je m'explique bien. Donc, rétablir la justice en la matière, c'est sûrement pas nuire aux classes moyennes. Au contraire, le quotient familial va être augmenté pour les classes moyennes. Il va être augmenté. Alors vous êtes très mal exprimé. Je vais vous expliquer pourquoi, s'il vous plaît. Vous avez pris des chiffres. J'y vais très vite. Oui, exactement. Vous prenez une famille aujourd'hui avec 3 enfants qui touchent un SMIC. Elle touche 0 € de quotient familial, puisqu'elle ne paye pas d'impôt, donc elle n'a pas de réduction d'impôt. Une famille avec 3 enfants qui touche 2 SMIC, elle touche grosso modo 600 € de quotient familial. Une famille avec 3 enfants qui toucherait 10 SMIC, elle touche 9 000 € de quotient familial. Ça c'est clair. Vous comprenez ça? Donc en réalité,